Bonsoir, Kalispera Seolus. Είμαι ο Nicolas Balin, ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Je suis M. Ebalin, le directeur de l'Institut français de Grèce. Universitaires, chers amis de l'Institut français, j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'auditorium Théo Angelopoulos de l'Institut français de Grèce pour une soirée exceptionnelle avec un invité d'exception, le professeur Jean Tirole, récompensé en 2014 par le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, plus connu sous l'appellation de prix Nobel d'économie. Je rappelle, Jean Tirole, monsieur le professeur, que cette année 2014 la pensée française fut particulièrement mise à l'honneur puisque Patrick Modiano obtenait de son côté le 15e prix Nobel de littérature français. Cette reconnaissance internationale d'un prestige inégalé récompensait, monsieur le professeur, vos travaux sur la régulation des marchés. C'était également la reconnaissance de l'École française d'économie, qui repose sur une formation et une recherche d'excellence, assurée en particulier à l'École d'économie de Toulouse, que vous présidez, et qui dispose depuis peu d'un nouveau et remarquable bâtiment, l'ancienne manufacture des tabacs, dans un lieu magnifique, tout à côté du canal de Brienne, qui relie la Garonne au canal du Midi, et qui a été, je l'ai appris, dessiné par un architecte, lui-même récompensé par le prix Pritzker, qui est considéré comme le prix Nobel de l'architecture. Donc je le dis aux étudiants qui sont présents dans cette salle, en économie, si vous cherchez une université étrangère où vous serez bien accueillis, où vous pourrez poursuivre vos études, approfondir vos connaissances, mener vos recherches avec des enseignants d'excellence et dans un lieu splendide et accueillant, choisissez Toulouse. Cette soirée se divisera en deux moments. Une conférence du professeur Tirole à propos de son livre « L'économie du bien commun », dont la traduction vient de sortir en grec aux presses universitaires de Crète. Et à l'issue de ce débat et de cette conférence, le professeur Tirole pourra signer quelques exemplaires. Et une table ronde avec le professeur Tirole et messieurs Nikolaos Vétas et Ioannis Katsoulakos, tous deux professeurs au département des sciences économiques de l'Université d'économie d'Athènes, que je remercie vivement de leur présence. Le thème abordé est celui qui préoccupe sans doute le plus nos sociétés: comment résoudre l'équation énergie-climat. De notre capacité collective à résoudre cette difficile équation dépendra en grande partie l'évolution et surtout l'équilibre de nos économies et de nos sociétés. Et je terminerai cette brève introduction en saluant le travail accompli par les presses universitaires de Crète, avec lesquelles l'Institut français de Grèce a développé depuis plusieurs années un partenariat exemplaire, dont l'organisation de cette soirée est le dernier témoignage. C'est donc tout naturellement que je cède la parole à sa directrice, Madame Dionysia Daskalou. Merci. Κύριε Ebalin, σας ευχαριστώ. Mesdames et messieurs, de la part des presses universitaires de Crète, de la Fondation de technologie et de recherche, au nom des presses universitaires de Crète, je vous remercie toutes et tous pour votre présence ici ce soir dans l'auditorium de l'Institut français avec lequel nous organisons la manifestation de ce soir. Les presses universitaires de Crète ont commencé il y a quelques années la publication d'une série d'ouvrages d'économie sous le titre Questions contemporaines, à l'initiative de M. Nikos Koubias, qui a la responsabilité globale de toute cette série. Notre objectif n'était pas de produire uniquement des ouvrages technocratiques qui s'adressent exclusivement à des économistes et des spécialistes de l'économie, mais des ouvrages qui s'adresseront également à toutes ceux et toutes celles qui auront la curiosité intellectuelle et le désir de comprendre le monde complexe dans lequel nous vivons.
des ouvrages qui nous montreront un autre mode de pensée, peut-être un peu plus anticonventionnel. Et finalement, des ouvrages tels que celui dont nous allons parler aujourd'hui, où un économiste va nous rappeler, entre autres, que les sciences économiques, ce ne sont pas seulement des modèles mathématiques, mais une science humaniste et sociale, une science qui est en mesure de proposer des réponses à des questions du genre: qu'est devenu le bien commun, ou comment doit être organisée la société dans laquelle nous souhaiterions vivre. Et voilà donc comment se sont rencontrés une maison d'édition universitaire grecque et Jean Tirole, un des économistes les plus influents sur le plan mondial. En guise d'autres explications de cette rencontre, je citerai le témoignage du professeur Jean Tirole lui-même, qui dit que lorsqu'il a été récompensé par le prix Nobel d'économie en 2014, il a commencé à être harcelé par des personnes connues et inconnues qui lui demandaient son avis sur les questions économiques contemporaines et qui n'avaient rien à voir avec son ouvrage, avec son travail scientifique. Et cela l'a incité à aborder toutes ces questions, l'économie numérique, la politique industrielle, les réseaux, le rôle de l'Europe, en essayant de clarifier comment la science économique et les économistes peuvent de nos jours être au service du bien commun. Le fruit donc de ce processus de transformation de Jean Tirole d'économiste en intellectuel, c'est l'ouvrage qui est actuellement disponible en grec. Je vous remercie beaucoup. Nous invitons maintenant le professeur Yanis Katsoulakis, qui est professeur au département des sciences économiques de l'Université d'économie d'Athènes. Vous avez relu et corrigé l'ouvrage de Jean Tirole pour sa traduction en grec. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir. Θα μιλήσω από εδώ για να έχω ελεύθερα τα χέρια μου. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις εκδόσεις Κρήτης για την συνεργασία, η οποία ήταν άψογη. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω αμέσως και τον Ζαν Τιρόλ, που μου είχε προτείνει κάποια στιγμή το 2017 να δούμε την ελληνική έκδοση του βιβλίου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ για να μιλήσω για έναν πάρα πολύ σπουδαίο ερευνητή, επιστήμονα, αλλά και άνθρωπο, το οποίο έχουν τη μεγάλη τύχη να με συνδέει μια φιλική σχέση 13 περίπου χρόνια. Ο Ζαν Τιρόλ είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίους οικονομολόγους των τελευταίων 35 ετών. Όπως αναφέρω στον πρόλογο του βιβλίου του, θεωρείται μάλιστα μοναδικό φαινόμενο μεταξύ των ακαδημαϊκών οικονομολόγων, καθώς συνδυάζει εκπληκτική επιστημονική οξυδέρκεια και μία αναγεσινησιακού τύπου ευρυμάθεια σε τομείς στους οποίους έχει σημειώσει εντυπωσιακά επιτεύγματα. Il se distingue également pour son apport en tant que créateur d'institutions universitaires et en tant qu'enseignant, et aussi pour son intérêt et sa passion pour les sciences économiques dans la conception de politiques susceptibles de servir le bien commun dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Le résultat donc de cet intérêt est son ouvrage, l'économie au service du bien commun, et où la science économique s'avère une force importante contribuant au bien commun. Comme cela a été aussi signalé à propos de son collègue Jean-Jacques Lafon, feu Jean-Jacques Lafon, son œuvre scientifique offre
offre une appréhension cohérente du rôle de l'intervention publique sur les marchés. Il a fait ses études à l'école polytechnique et son premier doctorat en mathématiques à l'université de Paris 9. Jean Tirole est allé par la suite faire des études au MIT, où il a eu son deuxième doctorat en économie en 1981, sous la direction de Eric Maskin, qui a été honoré en 2007 du prix Nobel. Par la suite, Jean Tirole a enseigné en France et à MIT, et à partir de 1994, il est professeur à l'école des sciences économiques de Toulouse et professeur visiteur du MIT. Il est membre de l'Académie des sciences sociales et politiques de France. Son immense travail de recherche, qui est qualifié par une qualité de haut niveau, a été publié dans un grand nombre d'ouvrages et de revues scientifiques. Il a publié en moyenne 5 articles par an dans des revues scientifiques éminentes, un record qui ne peut pas être dépassé par ses collègues américains et d'autres qui ont été récompensés par le prix Nobel. Il a été récompensé par 36 distinctions pour son contribution à la science économique, la médaille d'or du CNRS en 2007, entre autres, et le prix Nobel de l'économie de 2014. Il a été déclaré docteur honoris causa pendant 12 fois, et il a donné 159 conférences en tant qu'intervenant à des congrès. Cela montre donc le prestige dont il jouit parmi ses collègues. En 2007, Eric Maskin, en l'honneur de son premier doctorant, a déclaré qu'il souhaitait révéler le secret d'un grand complot. Le secret était qu'en réalité, Jean Tirole n'existe pas, et que ce qui apparaît en tant que travail de Jean Tirole, c'est le travail collectif d'une dizaine de personnes qui travaillent nuit et jour en faisant croire qu'il s'agit d'une seule et unique personne. Pour appréhender l'importance de la contribution de Jean Tirole, je ferai une brève rétrospective. La nouvelle perspective qui a découlé de la révolution méthodologique engendrée par la théorie des jeux dans les sciences économiques dans les années 70, et avec l'accent qui est mis sur l'interaction, et dans tout cela a donné lieu à la théorie contemporaine des symboles et de la conception des mécanismes, c'est-à-dire la conception de ces règles du jeu qui engendrent les meilleurs résultats dans les conditions données. À partir de l'optique de la théorie des symboles, la répartition des ressources est régie par des contrats entre des partenaires qui mettent en place des transactions à long terme. Ces théories ont transformé radicalement notre approche du fonctionnement des organismes et des marchés. Les pylônes fondamentaux dans la majeure partie de l'œuvre de recherche de Jean Tirole sont la théorie des jeux et les sciences économiques de l'information, ou plus précisément le cadre théorique de mandant et du mandaté, la théorie des motivations et des contrats. Le mandant, par exemple, une autorité de régulation souhaite influer sur l'action de l'autre partie, le mandaté, et
ce travail est si important parce qu'il aborde des questions telles que la question du free riding, d'autres problèmes dans la prestation de ressources publiques qui sont examinés dans son ouvrage. Le libre fonctionnement des marchés ne conduit pas à des résultats rentables. La recherche de Jean Tirole analyse les paramètres fondamentaux qui sont responsables de cette situation, c'est-à-dire des échecs du marché, mais aussi des modalités selon lesquelles ces résultats peuvent s'améliorer à travers des mécanismes de motivation appropriés, des contrats appropriés ou des aménagements appropriés. Dans les champs en relation avec la science économique, concernant la régulation des marchés, l'apport de Jean Tirole, en collaboration avec Jean-Jacques Lafon, est déterminant. Et il ne serait pas excessif de dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie économique contemporaine de la régulation des marchés et qui a influencé la recherche théorique et empirique et le dialogue public et la prise de décision concernant les monopoles et les marchés publics, cela est dans une large partie dû à leur apport. La théorie offre un contexte pour l'analyse de ces approches traditionnelles, mais aussi en ce qui concerne la régulation des industries de réseau qui constituent l'infrastructure de l'économie et qui sont souvent des entreprises d'intérêt public. Ces réseaux ont une grande durée, sont caractérisés par une forte intensité de capital et constituent une fraction importante du capital productif d'une économie. La recherche de modalités de financement est une tâche importante dans les pays développés et en développement. Et si les premières ne sont pas suffisantes, les autres investissements sont réduits, à savoir la croissance économique, le fonctionnement efficace de ces industries en ce qui concerne les prix et les investissements a une importance fondamentale pour nos économies. Lui-même va vous parler de son ouvrage intitulé « L'économie au service du bien commun ». Permettez-moi juste de dire qu'il comporte des descriptions très étendues des sciences économiques en ce qui concerne la régulation des marchés et des marchés numériques, des droits de propriété intellectuelle, l'analyse du changement climatique, du réchauffement de la planète et de la politique fiscale. Son ouvrage examine également les aspects économiques des institutions et des organismes tels que les marchés financiers et bancaires. Il contribue à répondre à certaines des questions les plus importantes concernant les raisons de la récente crise financière. Et cela permet de contribuer à la résolution de nombreux problèmes auxquels font face les économies contemporaines. Et c'est quelque chose de très utile pour la Grèce en particulier. Plusieurs de ces chapitres comportent des idées, des analyses qui pourraient contribuer à la planification et à la conception de politiques destinées à résoudre les différents défis auxquels nous faisons face dans notre pays. Je citerai ici les chapitres concernant les marchés du travail, la crise macroéconomique, la régulation des marchés, le rôle de l'État dans les économies contemporaines, la politique de la concurrence et l'innovation. Un autre défi important concernant la Grèce porte sur le problème démographique et une étude plus récente à laquelle que Jean Tirole va mentionner est particulièrement importante. Il s'agit d'une étude que le président Macron a demandé à Jean Tirole
d'élaborer avec Olivier Blanchard et qui a été publié en 2021 sous le titre Grands défis économiques d'avenir. Un des 3 défis que le président Macron souhaitait aborder était le défi démographique, les 2 autres, le changement climatique et l'augmentation des inégalités. Jean Tirole a contribué à mettre en évidence pendant les 25 dernières années la faculté de sciences économiques de Toulouse, qui est au 3e rang européen et au 1er rang mondial en ce qui concerne l'organisation industrielle et les sciences économiques de l'information. En 2007, le gouvernement français et l'Académie des sciences ont choisi cette faculté comme l'un des 13 centres d'excellence concernant les différents domaines scientifiques. C'est donc le résultat de la vision et de la contribution de Jean Tirole. Il est difficile de penser à d'autres personnes qui auraient apporté une telle contribution en tant qu'enseignants. Plusieurs étudiants font leur doctorat sous sa direction et plusieurs d'entre eux sont devenus d'importants économistes et universitaires. Il a rédigé 12 ouvrages qui pourraient être considérés comme des véritables traités et qui sont des ouvrages didactiques très importants. En terminant donc cette présentation de Jean Tirole, j'aimerais terminer en soulignant les modalités sous lesquelles je l'ai connu. Je suis impressionnée par le fait que toutes ses capacités intellectuelles en tant qu'universitaire et chercheur vont de pair avec ses vertus en tant qu'être humain. Jean Tirole est incontestablement l'une des personnes les plus nobles et les plus simples que j'ai connues. Simple, très accueillant, toujours prêt à discuter avec les personnes autour de lui et à répondre à toute demande. Je n'oublierai jamais que lorsqu'il a visité l'Université économique d'Athènes en 2012 pour recevoir le titre de docteur honoris causa, il insistait et voulait passer une journée dans notre faculté en discutant avec les différents étudiants et enseignants. Et je n'oublierai pas non plus qu'il a insisté qu'il ne soit pas installé dans un hôtel très chic et très cher parce qu'il savait que notre pays était en proie à une situation économique difficile. Je me souviens toujours, lorsqu'en 2015, la première fois où il est venu à un congrès organisé en Grèce, quelques jours après les capital controls qui ont été imposés dans notre pays, au dîner officiel, il était prêt à parler, même avec les travailleurs du restaurant, qui ont commencé même à lui poser des questions sur la situation économique de la Grèce. Pour finir, je dois dire que chaque fois que je pense à lui, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail scientifique, mais surtout beaucoup de respect pour son caractère. Je vous remercie. Merci, professeur Katsoulakos. Nous accueillons maintenant professeur Jean Tirole, qui va nous présenter l'économie au service du bien commun. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Je pense ici à l'Institut français, M. Ebelin et toute son équipe. J'ai eu l'occasion d'interagir avec son équipe aujourd'hui et ça a été un très bon moment. Je voulais remercier aussi les presses universitaires de Crète, représentées par sa directrice, et par toute l'équipe également. Je sais que le traducteur, M. Philippakis, est dans la salle aussi, donc un grand merci, et puis à Yanis aussi d'avoir contribué.
aujourd'hui, je vais débattre avec Nikos et Yanis. Merci, merci pour tes mots très gentils. Merci aussi pour les vôtres. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Je reviendrai un peu sur ce que c'est que d'être un prix Nobel, parce que c'est quelque chose qui vous tombe dessus et c'est quelque chose qu'il faut faire très attention parce que on a tout le crédit, mais en fait, on représente bien sûr sa passion, son travail qui est considérable, mais aussi on représente finalement le fruit de tout un environnement et être chercheur, c'est rencontrer des gens extraordinaires dans mon cas, qui ont complètement changé ma façon de voir les choses. Et donc, il faut se souvenir de ça. C'est pas seulement parce qu'on est prix Nobel, évidemment, on reçoit tout le crédit, mais en fait, on est un chercheur qui a eu un peu plus de chance et un peu plus d'opportunités que d'autres, mais qui a énormément emprunté aux autres. Et en tout cas, ça me fait très plaisir aussi d'être là aujourd'hui avec Nikos et Yanis, qui sont, j'allais dire, de vieux amis, non, des amis de longue date. Ce sont des amis de longue date et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Je vais essayer. Ah, je suis déjà à la mauvaise page, c'est mal parti. Voilà. Voilà, je vais essayer aujourd'hui de parler un petit peu très rapidement, puis après on aura un débat sur des sujets particuliers, de la poursuite du bien commun et qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Alors, je n'ai pas commencé à faire, comme Yanis l'a dit, je n'ai pas commencé à faire de la politique économique avec le prix Nobel. Au contraire, je m'en méfierais presque plus parce que maintenant, il y a le syndrome du prix Nobel qui est assez dangereux, qui fait qu'on vous pose des questions sur tout et que c'est toujours très dangereux parce que, évidemment, nous sommes spécialistes de certains sujets seulement. Avant, je parlais beaucoup aux experts, des experts dans l'industrie, je parlais aux experts dans les ministères, dans les banques centrales, au Fonds monétaire international, dans les autorités de la concurrence, mais finalement jamais un grand public. Et avec le Nobel et avec aussi ce qui s'est passé au milieu des années 2010, c'est-à-dire le populisme qui est rampant dans la plupart des pays, pratiquement tous maintenant, je pensais qu'on ne pouvait pas avoir une démocratie qui fonctionnait sans avoir aussi un public très instruit. Et c'est vraiment important que la connaissance soit diffusée. Et ce n'est pas seulement pour l'économie, c'est aussi pour d'autres domaines, soit diffusée. Donc on a un devoir d'expliquer un peu qu'est-ce que notre science dit, donner des clés de déchiffrage sur notre monde, parce que l'économie, c'est quand même une fenêtre sur le monde dans lequel on vit. Et ça me paraît très important. Et d'expliquer que l'économie, ce n'est pas une apologie des marchés, du laisser-faire, mais c'est une science morale et philosophique qui doit rendre le monde meilleur. Alors, si on écrit un livre sur le bien commun, bien sûr, il faut commencer à dire qu'est-ce que c'est que le bien commun. Donc, il faut déjà se fixer un objectif, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et là, on peut avoir des divergences d'opinion dessus. La meilleure façon de définir les choses, c'est d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on voudrait derrière le voile d'ignorance. Alors, je vais expliquer dans une minute ce que c'est que le voile d'ignorance, mais il est clair qu'un certain nombre de nos comportements ne coïncident pas avec l'intérêt général. Donc, en tant que citoyen, je peux polluer trop, émettre trop de carbone, on en reparlera par la suite, je peux refuser d'être vacciné, je peux surconsommer des antibiotiques, enfin, je pourrais donner des milliers d'exemples comme ça, de choses que je peux faire qui ne sont pas forcément bons pour la société. Au niveau d'une entreprise, une entreprise ou une banque peut prendre trop de risques, compromettre l'argent de l'emploi de ses salariés, l'argent des contribuables, peut abuser de son pouvoir de monopole. Au niveau de l'État, évidemment, l'État lui-même peut dépenser trop, avoir une éducation qui n'est pas satisfaisante pour les enfants, tolérer trop d'inégalités, créer une crise financière, parce que qui crée une crise financière in fine, c'est l'État. Quand il ne régule pas assez bien, c'est l'État qui crée une crise financière. Et enfin, les pays, on voit de plus en plus la primauté de l'intérêt général, de l'intérêt national, sur l'intérêt du monde. Donc, on le voit dans le domaine climatique, on le voit dans les guerres commerciales, dans la concurrence fiscale, dans les conflits militaires. Oui, il y en a encore beaucoup de conflits militaires. Et donc,
si vous prenez tous ces exemples, finalement, vous voyez que l'intérêt individuel passe toujours devant l'intérêt collectif. Donc, il y a des choses à faire. Et donc, l'idée de l'économie pour le bien commun ou l'économie du bien commun, c'est d'essayer de faire en sorte que les intérêts particuliers des consommateurs, des entreprises, des États soient alignés avec l'intérêt général. Alors, il y a deux instruments pour ça. Le premier instrument, ça peut être la persuasion, c'est-à-dire qu'on peut essayer de convaincre les gens de se comporter de façon plus morale, d'une certaine manière. On peut encourager les entreprises à adopter un comportement socialement responsable. Et on peut essayer d'intervenir sur les normes, c'est de faire en sorte que les normes sociales changent. Et c'est utile. Nous, économistes, comme d'ailleurs les sociologues, comme d'ailleurs les psychologues, travaillons sur ce genre de choses. Mais il y a des limites à ça. Depuis 30 ans, on sait qu'il y a un problème considérable de réchauffement climatique depuis le sommet de Rio, et on sait que nous sommes en danger. Est-ce qu'on a changé notre comportement? Pas vraiment. Et maintenant, on est vraiment dos au mur. Et donc, il faut à un moment ou à un autre avoir des incitations. Et un grand travail de l'économie, c'est essayer de trouver quelles incitations vont faire en sorte que l'intérêt individuel devienne en phase avec l'intérêt collectif. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Je trouve que la définition suivante est encore la meilleure, mais encore une fois, on pourra avoir un débat là-dessus. C'est le voile d'ignorance, qui est une vieille tradition en philosophie et aussi en économie, et qui pose une question apparemment toute simple. Imaginez que vous ne soyez pas né. Donc, vous n'êtes pas né. Donc, vous ne savez pas si vous allez être un homme ou une femme, si vous allez naître dans une famille aisée, intellectuelle, ou dans une famille pauvre, si vous allez naître à Athènes ou dans une région éloignée, si vous allez avoir les bons gènes, si vous allez être malade ou pas malade, est-ce que vous allez avoir un cancer, par exemple? Vous ne savez pas quelles vont être vos préférences sexuelles, etc., etc. Vous ne savez pas. Vous êtes derrière le voile de l'ignorance et vous posez une question toute simple. Dans quelle société aimerais-je vivre? Alors, c'est tout simple à poser. À réaliser, à y réfléchir, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous avons tous une place dans la société. Nous sommes tous influencés par notre vécu. Et donc, pour répondre à cette question, c'est extrêmement difficile. L'autre bémol que je voudrais ajouter à ça, c'est qu'on ne vit pas dans un monde illusoire. On vit dans un monde réel où les gens ont besoin d'incitation, où les gens réagissent à leur propre intérêt. Et donc, il faut tenir en compte ça. Ce n'est pas un monde idyllique, mais c'est un monde où, évidemment, il faut donner des incitations parce que nous réagissons tous à nos incitatifs. Souvenons-nous du mythe de l'homme nouveau. À l'époque, on ne parlait pas de la femme nouvelle, on parlait de l'homme nouveau. Et donc, l'homme nouveau soviétique devait se sacrifier pour la société, était glorifié pour son sacrifice. Stakhanov, par exemple, il se sacrifiait pour la société. Et ça devait créer une nouvelle société, une société plus juste, plus égale. Alors, sur l'objectif, évidemment, il était très louable. On ne pouvait être que d'accord avec l'objectif. La question, c'est que ça n'a pas marché. Et c'était totalement prévisible que ça ne devrait pas marcher. Et du coup, ça a entraîné ou ça a renforcé des tendances déjà existantes vers la dictature. Parce que si vous avez une catastrophe économique, vous avez aussi une tendance à avoir plus de répression politique contre l'écologie, parce que l'écologie, ça coûte cher. Donc, si vous avez une catastrophe économique, ce n'est pas très bon pour l'écologie, comme on le voit actuellement en 2022, etc., etc. Donc, on voit que si on se trompe de modèle économique et qu'on présume un monde qui n'existe pas, on va à l'échec également. Donc, c'est un peu la réponse à ça que j'essaie d'apporter et que, je dirais plus, les économistes en général essaient d'apporter. Voilà. Alors, cette question très simple ne résout pas tous les problèmes, mais en résout déjà un certain nombre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conséquences qui sont importantes. Donc, on veut évidemment une efficacité économique pour le bien-être des gens. Donc, il faut un schéma légal qui soit solide. Il faut avoir des autorités de la concurrence et des régulateurs qui luttent contre les abus de monopole. Il faut une réglementation bancaire, parce que vous et moi, on n'est pas capable de réguler notre propre banque. On n'a pas l'information, on n'a pas la possibilité d'agir sur nos banques tellement. Donc, un certain nombre de mécanismes sur lesquels beaucoup dans cette salle ont travaillé, évidemment, qui sont importants.
L'autre chose, c'est qu'il faut des mécanismes d'assurance, parce qu'on fait face aux chocs dans la vie. Alors, ça peut être des chocs qui viennent de la naissance. Par exemple, et c'est clair que si vous êtes né au centre d'Athènes d'une famille aisée et cultivée, vous n'avez pas les mêmes chances dans l'éducation que si vous naissez dans une famille pauvre, peu instruite, ailleurs. Et donc, il y a une inégalité qui se passe déjà dès la naissance, évidemment. Et ce n'est pas seulement l'inégalité d'héritage, c'est l'héritage intellectuel qui est très important, et puis les chances d'aller dans les bons endroits. La santé, c'est une inégalité flagrante. Certains d'entre nous vivent en très bonne santé, d'autres ont une santé beaucoup plus délicate. On voit très bien qu'il y a des inégalités vis-à-vis de ça. Il y a les inégalités de genre, il y a les inégalités de revenus, les inégalités de richesse, etc. Donc, et puis parfois, on tombe au chômage, on est au chômage, mais ce n'est pas de sa faute, c'est simplement que l'emploi a disparu. Et donc, il faut protéger aussi les gens. Donc, il y a des mécanismes d'assurance que le marché ne délivre pas nécessairement lui-même. Alors, je suis un grand défenseur du marché, hein, ce n'est pas la question, mais j'ai passé toute ma vie à voir ce qui ne marchait pas dans le marché, d'une certaine manière, à essayer de regarder tout ce qui n'allait pas dans le marché pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'un État pouvait faire pour rendre ce monde meilleur. Et enfin, l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi que la société s'y mette. C'est pour ça qu'on a besoin de tolérance religieuse, ethnique, politique, sexuelle, etc. Il faut qu'on vive dans une société harmonieuse. Mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas l'État. L'État peut aider, effectivement, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination sur ces bases. Mais in fine, c'est la société elle-même qui doit se prendre aussi en main. Alors, beaucoup de gens se posent, et aujourd'hui j'ai eu certaines questions aussi exactement sur ce sujet, sur la moralité des marchés. Est-ce que les marchés, c'est moral? Est-ce que ce n'est pas un système complètement immoral? Évidemment, nous, économistes, on est en première ligne sur ce sujet, parce que dans l'ensemble, avec énormément de bémols, comme je le disais, énormément de caveats, on dit quand même que les incitations et le marché sont la clé du développement économique. Et ce n'est pas une surprise, d'une certaine manière, que pratiquement tous les pays au monde, maintenant, sont des économies de marché. Mais, comme je le disais avant, il y a aussi beaucoup d'échecs du marché, de défaillances du marché, donc les abus de pouvoir de marché, les externalités. Quand j'ai mis des tonnes de carbone, quand j'émets des tonnes de carbone, évidemment, c'est toute la planète qui en souffre, et c'est très peu moi par rapport à ma pollution. C'est l'information incomplète qui nécessite une protection du consommateur, une régulation financière. C'est les mécanismes d'assurance imparfaits dont je parlais précédemment. Donc, c'est vrai encore que l'économiste dit oui, les marchés, on comprend bien, il y a énormément de défaillances de marché, donc il faut un État fort qui corrige ces défaillances. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est très important. Alors, il y a deux lignes d'attaque. Je ne parle pas des attaques du genre le marché, j'en veux pas, sans expliquer pourquoi. Il y a deux lignes d'attaque sur les marchés. La première, c'est que les marchés pourraient façonner finalement notre moralité. Les économistes, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas économistes, pourraient s'imaginer que les économistes ne sont pas très intéressés par les questions de moralité. Ce n'est pas vrai. On travaille depuis 20 ans beaucoup sur les questions de moralité, de la théorie, des expériences. À Toulouse, on a un institut d'études avancées qu'on a créé il y a 10 ans, qui s'appelle l'IAST, et on a un groupe de travail sur la moralité, etc. Donc, c'est des sujets qui sont importants. Mais c'est vrai aussi que parfois, on a l'impression que les mécanismes de marché font perdre la boussole morale des entreprises. C'est-à-dire qu'elles font des choses qu'elles ne feraient pas s'ils n'étaient pas sous la pression de la concurrence. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle le replacement logic, c'est cette logique du remplacement. D'accord, je n'aime pas vendre des armes à un dictateur, je sais que ce n'est pas bien, mais si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Donc, après tout, ça ne change rien. Je n'aime pas donner des pots de vin à des officiels, mais bon, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Les médecins, lors de la crise des opioïdes aux États-Unis, disaient « Ah oui, je sais que je prescris trop d'opioïdes, mais de toute façon, si je ne le fais pas, ils vont aller voir le médecin à côté, etc., etc. » Et les athlètes qui se dopent font exactement la même chose. Alors, dans les travaux que je fais actuellement avec Mathias de Watrépont, ce qu'on montre, c'est que
c'est vrai, ça peut être vrai, mais c'est vrai dans des circonstances très limitées, ne serait-ce que parce que la concurrence, ça réduit les marges. Ça réduit les marges que vous pouvez faire pour vos produits parce que vous faites face à la concurrence. Et donc, quand ça réduit les marges, ça veut dire aussi que vous avez moins d'incitation finalement à vous passer de vos principes moraux parce que vous gagnez moins à le faire. Mais de façon générale, on peut montrer que la concurrence peut aussi améliorer la moralité des marchés. Et la conclusion générale, c'est qu'en gros, les marchés sont assez neutres vis-à-vis des questions morales. C'est-à-dire que les autres mécanismes, si vous éliminez la concurrence, vous n'allez pas vous retrouver en général avec des situations très, très supérieures d'un point de vue moral. Et d'ailleurs, on a bien vu que d'autres systèmes d'organisation des sociétés n'ont pas créé des comportements beaucoup plus moraux que les nôtres. Il y a un autre angle d'attaque qui est beaucoup plus courant dans la société civile, chez les leaders des religions, chez les religieux, chez les politiques, chez les philosophes, qui est de dire oui, mais il y a quand même des marchés qui sont vraiment repugnant, qui sont vraiment dégoûtants, dont on ne voudrait pas. Et là, il y a des marges très différentes, des opinions très différentes entre quelqu'un comme Michael Sandel, qui est le philosophe star à Harvard, et Debra Satz. Beaucoup de philosophes extrêmement connus ont écrit d'ailleurs des livres qui ont à peu près tous le même titre. Vous voyez les titres, il y a des choses qui ne devraient pas être en vente sur un marché, en quelque sorte. Alors, pour prendre par exemple l'avis de Michael Sandel, c'est une citation, il dit simplement qu'un certain nombre de biens et de services ne devraient pas faire l'objet d'un marché, comme par exemple l'adoption des bébés. L'adoption des bébés, la GPA, la procréation par tiers, la sexualité, les drogues, le service militaire, les votes, les organes. De même qu'on ne devrait pas payer pour l'amitié, pour les admissions dans les universités élitistes ou pour les prix Nobel. Et aussi ne pas avoir de transfert d'argent dans le cas de la génétique et d'autres formes de la vie. Et c'est vrai que ce sont des marchés qui nous mettent mal à l'aise. Le problème avec ce raisonnement, c'est qu'il ne dit pas pourquoi. Et il est important de savoir pourquoi, parce que si vous voulez avoir une réaction adéquate à ces marchés, vous êtes obligé évidemment de vous poser la question, pourquoi ils existent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils existent toujours, ne vous trompez pas. Ces marchés existent. Que vous les vouliez ou que vous ne les vouliez pas, ils existent. Donc, comment mieux les réguler? Comment les éliminer? Si vous n'expliquez pas qu'est-ce qui ne va pas, ce n'est pas correct. Et puis, il y a des exagérations. Si je vous paye pour être mon ami, évidemment, je ne saurai jamais que vous êtes mon ami. Si vous payez pour avoir tel diplôme, on ne saura jamais si vous avez les connaissances et le talent pour avoir ce diplôme, etc. etc. Donc, l'économie vous permet de dire que déjà, dans ces exemples-là, il y en a un certain nombre qui sont un petit peu à côté de la plaque, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des problèmes. On n'imagine pas, par exemple, vendre un bébé au plus offrant. Vous allez dire, c'est ce que les économistes diraient. Non, ils ne diraient jamais ça, évidemment. Ne serait-ce que parce qu'il y a des externalités. Il y a quand même quelqu'un qui ne fait pas partie du contrat, et le bébé lui-même. Évidemment, le choix de parents est très important, et donc on ne lui demande pas son avis si on commence à le vendre au plus offrant. Et je pourrais continuer là-dedans, si vous voulez. Ce qui est important, je ne veux pas prendre parti, on aura besoin d'une discussion de 2 heures là-dessus, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on trouve ces marchés répugnants. Il ne suffit pas de le dire. Si on veut avoir une réponse adéquate à ces problèmes-là, il faut aussi expliquer quelle est la défaillance de marché. Et c'est évidemment ce que j'essaie de faire dans un des chapitres d'économie du bien commun. Je vais m'arrêter là parce que c'est important finalement que j'avance un petit peu. Je réalise que je prends un petit peu trop de votre temps, puis on a un débat avec Nikos et Yanis après. Je voudrais terminer par un petit peu par notre réponse aux défaillances de marché. Alors, je simplifie énormément. Notre société, depuis 2 siècles, repose sur 2 piliers.
Le premier pilier, c'est l'efficacité du marché, parce que c'est vrai que le marché est quand même très efficace à produire de la valeur. On voit très bien que les sociétés qui ont choisi des mécanismes qui ne sont pas de marché se sont appauvries énormément. Ce n'est pas seulement l'Union soviétique ou la Chine sous Mao, mais c'est aussi, vous prenez l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, la Corée du Nord, la Corée du Sud. C'est toujours la même réponse. Ce n'est pas parce qu'ils avaient les mauvaises personnes. Ces personnes n'étaient pas plus mauvaises que d'autres. Le problème, c'est qu'effectivement, le système économique n'était pas le bon. Mais comme je le disais, alors ça, Adam Smith en a beaucoup parlé. Au fait, Adam Smith a beaucoup aussi parlé de moralité. On se souvient d'Adam Smith comme étant celui qui parlait de l'efficacité des marchés, c'est vrai. La richesse des nations, c'est un livre très important. Mais il a écrit un autre article, un autre livre qui était absolument remarquable, la théorie des sentiments moraux, qui à l'époque anticipait un certain nombre de thèmes de psychologie. Et donc, Adam Smith est un bon exemple. C'était un économiste qui avait une vision beaucoup plus large en fait qu'on lui prête. Alors après, l'État doit corriger les défaillances de marché, que ce soit des externalités, que ce soit des internalités. Les internalités, je n'ai pas défini, mais c'est des externalités sur soi-même en quelque sorte. C'est le fait qu'on ne défende pas trop ses intérêts propres parce qu'on est impatient d'avoir une consommation. C'est le cas quand on prend une drogue, quand on prend de l'alcool, quand on fume, quand on mange gras, quand on n'épargne pas assez, quand on regarde la télé au lieu de travailler ou se faire des amis, etc. etc. Et l'idée de Pigou, alors, qui est un peu plus récente, mais qui existait déjà avant Pigou, vers 1920, c'était que l'État est là pour finalement corriger là où le marché est défaillant. Malheureusement, l'État lui-même est défaillant très souvent parce qu'il est capturé par les lobbies, par les amitiés, parce qu'il a des incitations électorales. Et on le voit très bien avec ce que j'appelle les bombes à retardement, les time bombs. Les bombes à retardement, ce sont des problèmes pour lesquels, si vous n'agissez pas pendant 1 année ou 2 années, ça ne se verra pas. Ça n'a pas d'importance. Vous avez une mauvaise éducation pendant 1 ou 2 ans, les effets se feront sentir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Le climat, si vous ne faites rien pendant 1 ou 2 ans, ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez très bien que 30 ans après Rio, on est devant une catastrophe. La recherche et développement, la dette publique, etc. Donc, ce sont des problèmes sur lesquels l'inaction pendant 1 ou 2 ans n'a pas d'importance. Le problème, c'est que les hommes politiques, évidemment, ont bien compris ça. Et donc, tendent à laisser le bébé, le problème, au gouvernement suivant. Mais évidemment, 1 an, plus 1 an, plus 1 an, plus 1 an, ça fait 30 ans, et ça fait des catastrophes. L'inégalité est un autre exemple. L'inégalité aujourd'hui menace nos démocraties. Si on n'agit pas sur l'inégalité pendant 1 an ou 2, ce n'est pas très grave. Mais évidemment, au fur et à mesure, ça devient une catastrophe. Donc, il faut faire très attention. Et puis, parfois, l'État ne peut pas intervenir. Si ça se passe dans un pays étranger, vous n'allez quand même pas envahir le pays pour rectifier les mécanismes économiques du pays. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est le genre de choses dont on parle dans le rapport. D'ailleurs, il y a un livre qu'on vient de publier en français avec Olivier Blanchard, qui est un peu l'introduction un peu très légèrement modifiée du rapport. Donc, c'était le rapport d'une commission qu'on présidait, on avait l'honneur de présider avec Olivier Blanchard. Il y avait 24 économistes du monde entier qui ont participé. Et d'ailleurs, là, je tiens à dire, quand on dit que les gens sont égoïstes, oui, évidemment, on a tous intérêt à promouvoir notre recherche, promouvoir notre laboratoire, etc. Mais là, on a eu 24 économistes du monde entier qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur temps pour produire un rapport public en France et en Europe, parce que ça se veut plus généralement un rapport européen. Et donc, on voit très bien un peu, effectivement, on comprend la responsabilité qu'on a. L'État, au XXIe siècle, et je pense que c'est un débat que vous avez aussi en Grèce, a changé avec la croissance des autorités indépendantes. Donc, autrefois,
on avait très peu. La justice a heureusement gagné un peu son indépendance dans beaucoup de pays, même si parfois elle est en train de le perdre, y compris en Europe. Le droit de la concurrence, les agences de régulation, les agences de réglementation bancaire, les banques centrales. Donc, on a une tendance à déléguer des tâches de l'État vers des agences, des autorités indépendantes, qui sont un peu plus protégées, évidemment, y compris sur des sujets très délicats politiquement. Ils sont plus protégés, finalement, que les politiques qui, eux, font face à une pression terrible de l'électorat. Évidemment, il faut que les dirigeants de ces instances soient extrêmement talentueux et aussi indépendants, mais voilà. Et je pense que l'État moderne, finalement, s'oriente vers un État fort comme régulateur. Comme je le disais, il corrige les défaillances de marché. Il permet au marché de fonctionner. Donc, il y a l'infrastructure légale, juridique, mais aussi le financement de projets à haut risque, comme ce qui a donné naissance à nos vaccins, comme ce qui va donner naissance, je l'espère, à des technologies vertes de rupture. Et ce qui est en train de perdre en vitesse, c'est un petit peu l'État en tant que producteur lui-même. Donc l'État en tant que régulateur, ça doit être un État fort qui résiste au lobby, qui régule les marchés, qui sait réguler les marchés, qui donne l'impulsion pour un certain nombre de choses, qui finance un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas l'État lui-même qui le fait, parce qu'on sait que l'État en tant que producteur, souvent, est moins efficace pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les entreprises publiques peuvent avoir des dirigeants qui sont des amis politiques du pouvoir en place, parce que si leurs entreprises perdent de l'argent, elles seront renflouées par l'État, donc il y a peu d'incitation à faire attention. Ils peuvent aussi demander aux régulateurs de les favoriser sur le marché, etc. Il y a un certain nombre de problèmes avec les entreprises publiques. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'État. Moi, je suis pour un État fort, mais un État d'une nature différente qui va finalement nous amener là où on veut arriver. Donc, juste quelques remarques. Je ne pense pas que les marchés, la concurrence en soi-même, aient une connotation morale très forte. Ça dépend des cas, et ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, il y a un peu une séparabilité. Ça ne nous empêche pas que, devant la double défaillance des marchés et de l'État, notre comportement en tant que citoyen, en tant qu'investisseur, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise est important. Nous devons avoir une responsabilité morale. Et cette responsabilité morale existe parce qu'à la fois les marchés et l'État sont défaillants. On le voit dans le cas du climat, par exemple. Il faut bien, pour avoir une bonne politique publique, il faut bien comprendre ce qu'est l'État moderne. Et j'en ai pas parlé, et on pourra en parler par la suite, ce qui est très important, dans le rapport avec Olivier Blanchard, mais aussi tout le travail qu'on fait en économie depuis 25-30 ans, c'est essayer de comprendre les perceptions et comprendre nos biais cognitifs. Nous avons tous des biais cognitifs très importants et on en est tous susceptibles, évidemment. Et donc, il faut arriver à bien comprendre ça si on veut construire une politique économique qui tienne. Et puis, essayer de réfléchir aux défis de notre société, à ces bombardements, comme je les appelle. Et pour ça, il faut utiliser l'économie, il faut utiliser les sciences sociales plus généralement, et vraiment rechercher le bien commun, parce qu'encore une fois, ce sont des sciences morales et philosophiques, et si on ne recherche pas le bien commun, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Je vous remercie beaucoup. Merci, professeur Jean Tirole. Maintenant, nous allons passer à une table ronde animée par le professeur Yanis Katsoulakos. Et pour cette table ronde, nous introduisons Monsieur Nikolaos Vétas, donc professeur également à l'Université d'économie d'Athènes. Et je crois que vous êtes également directeur général de la Fondation pour la recherche économique et industrielle ici en Grèce. Merci beaucoup. Et je vous remercie de votre invitation de participer à ce panel en tant que modérateur.
Il y a eu un échange de points de vue pour décider de ce dont nous allions débattre ce soir. Et Jean Tirole l'a proposé, aborder donc deux questions très importantes qui préoccupent l'économie et la société grecque et tous les pays européens et globalement le monde, à savoir la crise énergétique et le problème du changement climatique. Jean Tirole a proposé climat-énergie, une équation difficile, et nous allons commencer par un échange de points de vue. Jean Tirole va prendre la parole. Par la suite, Nikos Vetas va continuer. Cette discussion peut être interactive entre eux deux et nous aimerions que vous y participiez, non seulement à la fin, mais au courant de ce débat, en posant des questions ou en faisant des commentaires. Nous avons suffisamment de temps à notre disposition. Je vais tout de suite donner la parole à Jean Tirole. Très bien, merci beaucoup, Yanis. Oui, le climat, c'est un sujet qui est cher aux économistes, bien sûr, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que nous sommes maintenant le dos au mur, nous n'avons plus beaucoup de choix. Nous avons procrastiné pendant 30 ans, et maintenant il faut faire quelque chose si on veut sauver notre planète et sauver nos sociétés aussi, parce que on va avoir des conflits au niveau mondial qui vont être considérables. Alors, si on veut s'atteler au climat, il faut essayer de comprendre pourquoi la recommandation des économistes, je dirais de la très grande majorité des économistes dans le monde, n'est pas mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est un des sujets sur lesquels il existe en gros un consensus chez les économistes. C'est-à-dire une des choses qu'il faut faire, c'est de mettre un prix sur le carbone. Et ce prix sur le carbone, on peut le mettre sous la forme d'une taxe carbone, ou on peut le faire, comme ça a été fait en Europe depuis 2005, sous forme de droits d'émission négociables, des ETS systems, qui permet de faire en sorte que les entreprises aient une incitation à réduire leur pollution d'une manière ou d'une autre. Et dans le rapport avec Olivier Blanchard que tu avais mentionné, Yanis, on essaie de se poser la question des perceptions. C'est-à-dire qu'on a des recommandations. Moi, je me souviens de faire le tour des ministères français dans les années 90 avec un succès très limité, il faut bien dire ce qui est, pour dire mais il va falloir s'atteler au réchauffement climatique et faire en sorte que les incitations soient les bonnes. Donc, est-ce que c'est un problème de perception? Est-ce que c'est un problème de compréhension? Est-ce que nous, on l'explique mal ou est-ce qu'on conçoit mal la réforme? C'est un peu de tout ça. Alors, les gens comprennent bien. On a vécu en France les gilets jaunes, hein, l'époque des gilets jaunes, où dans ma ville, à Toulouse, on avait une manifestation absolument toutes les semaines, les vitrines cassées, etc. Et ces gilets jaunes, en fait, ils disaient des choses qui parfois me révoltaient, mais parfois étaient sensées aussi. Et ils disaient, par exemple, pourquoi cette taxe carbone est un gruyère? Alors, un gruyère en français, ça veut dire que certains sont sujets à la taxe carbone, puis il y a d'autres personnes, d'autres professions qui ne sont pas du tout sujets à une taxe carbone. Donc, il y a des exemptions à droite à gauche. Et puis il disait, c'est une taxe régressive, et ils avaient raison. Une taxe régressive, ça veut dire qu'en proportion du revenu, les pauvres paient plus cher que les plus aisés. Et donc, ça pose un problème de distribution. Ceci dit en passant, les pauvres, les pauvres paient plus, pratiquement quelle que soit la politique écologique. Qui a une voiture électrique? Qui peut se permettre de mettre des panneaux solaires sur son toit? Il faut d'abord être propriétaire. En général, c'est les classes plutôt aisées qui bénéficient des subventions écologiques. Et n'oubliez pas qu'une subvention, c'est toujours une taxe. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, ces subventions écologiques qu'on donne, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Je dis simplement qu'elles sont régressives. Donc, elles touchent plus les gens les plus pauvres
ou inversement, du côté des subventions, c'est les gens les plus aisés qui en profitent le plus. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi compenser. C'est une des choses qui avait été oubliée en 2018 en France. Il faut commencer par compenser effectivement les plus démunis pour qu'ils puissent accepter une telle chose. Alors, il faut effectivement, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un dialogue à la fois avec Nikos, Yanis et puis avec vous. Je vais juste expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans le rapport avec Olivier Blanchard, mais aussi ce que je faisais dans le livre. C'est de dire il faut en fait une palette d'outils. Il faut d'une part d'un prix du carbone, ça c'est absolument indispensable. C'est une condition nécessaire pour résoudre le réchauffement climatique. Mais c'est une condition qui n'est pas du tout suffisante. Donc déjà, il faut avoir un prix du carbone qui soit bien mieux fait que c'est fait dans pas mal de pays. Mais ici, il faut de la recherche et développement, des innovations de rupture. Donc nous avons quelques propositions sur comment faire. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. En Europe, nous sommes à peu près à 8% des émissions mondiales de CO2. Demain, ça sera encore beaucoup moins que ça, parce que les pays en voie de développement se développent, ce qui est une très bonne chose, et ils ont le droit de le faire. Mais évidemment, ça veut dire que la pollution va se passer beaucoup plus en Inde, au Brésil, en Russie et partout ailleurs qu'en Europe. Donc, nous sommes déjà très petits, nous serons encore plus petits demain. Donc, ce n'est pas nous qui allons sauver la planète, mais nous sommes une partie de l'équation. Une partie de l'équation en montrant le chemin, en faisant de la recherche et développement dont les droits de propriété intellectuelle pourraient être transposés et donnés aux pays pauvres, qui à ce moment-là se comporteront de façon plus verte, en les encourageant aussi à se comporter mieux eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, si l'Inde, le Brésil ou l'Afrique émettent beaucoup, notre planète va brûler. On pourra toujours dire, oui, c'est les pays riches qui ont pollué en premier, ce qui est vrai. Mais en attendant, si on ne résout pas le problème des pays pauvres et émergents, notre planète va disparaître. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Et donc, il y a toute une approche politique qu'on peut adopter pour résoudre les problèmes. Donc, c'est un ensemble holistique de choses à faire. Ce n'est pas une chose. Les économistes insistent beaucoup sur le prix du carbone. C'est une partie de l'équation, ce n'est pas toute l'équation. Nikos, you want to make some comments on that part? Nikos, est-ce que tu veux faire quelques commentaires? Donc après le français et l'anglais, on va parler en grec. Nikos et Yanis parlent grec, en fait. Voilà. C'est une révélation pour moi. Évidemment. Mais puisque tu m'as donné le micro, j'aimerais pendant 80 secondes dire 2 mots avant de parler de l'énergie, parler de ce que Jean vient de dire tout à l'heure. Ce que je dis, ce n'est pas pour des raisons égoïstes, mais cela concerne des centaines d'économistes. Le premier, j'avais entendu à l'université le nom Tyrol lorsque j'étais étudiant. Nikos Raritakis est assis là dans la salle. Mais en deuxième année de doctorat aux États-Unis, lorsque nous avons reçu des cours sur l'organisation industrielle, il s'agit en fait de l'étude des marchés imparfaits. Et tous les marchés sont imparfaits. Et on a demandé qu'est-ce qu'on va lire. On nous a répondu Tyrol. Et on a dit qu'est-ce que c'est Tyrol? Ils ont dit voilà, c'est ce livre qui avait été un ouvrage au MIT Press qui était sorti peu après la sortie du livre en France. Il avait une forme carrée, on l'ouvrait et il expliquait de façon simple des choses difficiles. Et en fait, une science a été réalisée, un nouveau mode d'appréhender, du moins la microéconomie a été réalisée et on lisait cela et on savait qu'on pouvait
faire quelque chose de plus. Et je ne peux pas imaginer quelque chose de meilleur que d'aborder les choses ainsi. Et il l'a fait par la suite sur l'organisation industrielle et donc ce qui était bien, c'était que cela créait quelque chose, mais ça avait aussi un aspect négatif parce que ça a un peu complexé les autres qui pensaient ne pas pouvoir faire aussi bien les choses. Le- une- pour ceux d'entre nous qui avons commencé à travailler dans des universités européennes à partir d'un certain moment, nous examinions un petit peu en cachette ce que faisaient ces gens à Toulouse. Et nous avons eu l'illusion que si eux peuvent le faire, nous pouvions en faire aussi. Et avec les universités britanniques qui étaient d'un niveau un peu plus élevé historiquement, il y a eu donc quelque chose qui s'est mis en place, mais bon, Toulouse a pu concilier science, application, un impact sur l'Europe et donc qui complexe toujours nous autres qui n'avons pas réussi à le faire. Mais cela a apporté une contribution à la science en Europe. Troisième aspect, vous avez vu le rapport que Jean Tirole a coordonné avec Olivier Blanchard. Un autre nobeliste, Christophe Pissaridis, avait coordonné une telle recherche, une telle enquête concernant la Grèce. Et il s'agit donc de s'adresser aux décideurs politiques, mais surtout aux citoyens. Nous ne sommes pas des ingénieurs. Nous ne pouvons pas trouver une solution et l'appliquer. Les solutions sortent de la société elle-même, des citoyens eux-mêmes. Et donc pouvoir passer nos connaissances de façon générale en tant qu'économiste auprès du citoyen moyen est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pourquoi la traduction de ce livre en Grèce, un pays qui a souffert dans ce domaine, est donc quelque chose d'important. J'ai dit 80 secondes, mais je l'ai un peu dépassé. En ce qui concerne l'énergie, tu vas parler de l'énergie ou du changement climatique? Je vais juste poser une question parce que tu as abusé de ton temps. Je voudrais poser une question à Jean. Nous savons qu'il y a 6 mois, à peu près, il y avait une grande réunion à Glasgow. C'est une réunion, je crois, qui a lieu tous les 2 ans et les chefs d'État de différents pays, des universitaires qui se sont spécialisés dans l'environnement s'étaient réunis. Et je crois que tu avais toi-même participé à cette rencontre. Est-ce qu'il y a un progrès qui a été enregistré et si ce progrès est suffisamment important? Très bien. Enfin, je vais d'abord dire, j'entends beaucoup de mots très gentils sur Toulouse, et je crois qu'il y a un enjeu collectif très important, avant que je réponde à la question d'Yanis, c'est de garder dans les pays des chercheurs comme Yanis et Nikos, et la même chose en France, de garder les meilleurs chercheurs, c'est vraiment très, très important. On fait face à une crise de l'université en Europe en général, et donc il faut avoir... Ça fait partie des bombes à retardement, si vous voulez. Si vous perdez vos meilleurs chercheurs, vous perdez aussi les enseignants remarquables, des gens qui inspirent, et puis bon, pendant 1 an ou 2, ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance, mais vous accumulez ça, vous avez... Et le brain drain qui est fait par l'Angleterre et surtout par les États-Unis est quand même assez catastrophique pour nos pays, à la fois en termes pour les étudiants, mais aussi en termes de création d'entreprises, d'emplois, de start-up et choses comme ça. Et donc, il faut que l'Europe se batte sur ces sujets pour qu'effectivement,
en Grèce, comme c'est le cas ici, mais aussi en France et dans les autres pays européens. On garde nos meilleurs chercheurs et ça, c'est vraiment un appel vraiment à le faire. Alors, il y avait ta question, Yanis, sur qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow. Ben, il s'est passé ce qui s'est passé à toutes les COP, les Conference of the Parties, qui sont des grands messes. Alors, je ne veux pas me moquer d'elles, hein, parce que c'est important d'avoir ces organismes qui viennent des Nations Unies, mais vous avez des réunions de gens, de milliers de gens qui se réunissent pour discuter du climat. On l'a vécu en France en 2015 avec la COP 21, qui a été une des grandes COP. On a vécu en France avec quasiment une déclaration de victoire à la fin de la COP. Je me souviens parce que ça m'avait tellement choqué que j'avais écrit un éditorial ce jour-là, c'était un samedi matin, et j'avais écrit un éditorial en disant « Mais attendez, ce n'est pas du tout ce qui va se passer, parce que vous avez des choses qui sont des déclarations d'intention pour 2050, des promesses collectives qui n'engagent personne, des choses comme ça. » Alors, je ne blâmais pas ceux qui étaient à la COP 21, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à organiser. Vous avez 196 pays, et vous devez mettre 196 pays d'accord sur un sujet. D'accord ? Et donc, honnêtement, je n'aurais pas fait mieux que les participants, mais je trouvais qu'il y avait un côté un peu indécent de crier victoire, ou quasi-victoire. Et de fait, pas un seul chef d'État est rentré à la maison en disant « Maintenant, on va se retrousser les manches et on va dépenser de l'argent pour combattre le réchauffement climatique. » Il n'y a pas un seul gouvernement qui a fait ça. Donc, ils parlaient tous du bon travail à la COP, mais aucun n'a dit « Maintenant, nous, on va travailler. Nous, dans notre pays, on va travailler pour ça. » Donc, c'est quand même un petit peu gênant. Mais il y a une bonne raison. Je pense qu'il faut continuer ces COP, qui, encore une fois, c'est l'institution onusienne, donc 196 pays. Mais si vous voulez que les 196 pays signent en bas, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, tout le monde a droit de veto. À partir du moment où tout le monde a le droit de veto, vous aurez la Russie, vous aurez l'Arabie Saoudite, vous aurez le Venezuela, vous aurez je ne sais pas qui va dire non, s'il y a un prix du carbone, je ne signe pas. Oublions. Je ne signe pas, parce que je ne veux absolument pas qu'il y ait un prix du carbone, parce que moi, je produis du pétrole. Voilà, c'est le genre de situation. Donc, si vous êtes négociateur là-dedans, ça ne va pas marcher. Alors, ceci dit, je m'étais trompé un petit peu à l'époque, parce que je privilégiais plutôt un club de pays qui prenait le leadership là-dessus. Donc, je pensais à l'Europe, évidemment, aux États-Unis, je pensais à peut-être la Chine, si on arrive à convaincre la Chine, de quelques pays comme ça, qui prendraient le leadership et qui mettraient pression sur le reste du monde. Seulement, un an plus tard, le président des États-Unis a été élu. Évidemment, un tel plan était complètement illusoire, parce qu'à partir du moment où il y avait Donald Trump dans l'équipe, c'était terminé. Donc, voilà, c'est très compliqué, en fait. Je ne me moque de personne, parce qu'on ne sait pas vraiment faire, mais il me semble qu'il faut autre chose que le processus de l'ONU, parce qu'encore une fois, le processus de l'ONU donne le plus petit dénominateur commun en donnant le droit de veto à tout le monde. Et donc, il faut aussi d'autres instances qui travaillent et qui mettent la pression sur le reste du monde pour un comportement plus vertueux. Nikos aborde toute question qui t'intéresse. Je crois que nous devons voir où nous en sommes au niveau de l'émission de la pollution, qu'est-ce que la technologie a fait, qu'est-ce que les marchés ont fait. Si on examine par unité d'activité, par unité d'énergie, la technologie a tellement avancé que nous ne sommes pas aussi inefficaces que nous l'étions il y a une trentaine d'années. Cela a eu lieu après les crises pétrolières au début des années 80. Nous ne consommons pas, nous ne polluons pas en tant qu'unité autant qu'autrefois. Et ce qui a lieu, il y a une classe moyenne émergente, non seulement en Europe mais aux États-Unis, mais aussi
dans une grande partie de la Chine, en Inde, demain en Afrique. Et même les accords obtenus ces dernières années modèrent le problème, mais la totalité des émissions augmente et va augmenter. On parle donc du problème, comme tu l'as dit, mais nous ne l'avons pas résolu. C'est comme si on espérait que pendant les 2 ou 5 prochaines années, une solution technologique nous était donnée qui va nous amener directement aux énergies renouvelables et qui va annuler les émissions, et que nous espérons que le dommage qui aura été réalisé jusque-là sera réversible. Mais le dommage, les dégâts peuvent être irréversibles et la technologie peut ne pas avancer si vite. Les modèles disent que d'ici une dizaine d'années, la liaison des énergies renouvelables par un système de piles sera telle qu'il y aura un coût limite d'énergie pour tous. Mais comment on passe-t-on du système actuel jusqu'à celui-là? C'est un problème majeur. Et puisqu'on s'interroge, j'aimerais donc examiner les aspects de ce problème. Tout d'abord, ce qui se passe actuellement. Tu as parlé tout à l'heure de la taxe carbone, ou peut-être la taxe sur l'énergie ou une partie de l'énergie actuelle. Actuellement, nous avons des subventions sur l'utilisation d'énergie puisque nous nous trouvons dans une situation totalement anormale qui a été engendrée par la guerre. Nous nous trouvons donc ailleurs et la question est de savoir si on met sur la balance le problème climatique et un problème géopolitique ou un problème de démocratie, si on veut être totalement dépendant de la Russie ou demain dépendant de piles à l'égard de la Chine. Deuxième problème, heureusement, en Europe, nous avons la démocratie avec ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. C'est une démocratie qui règne. Pas partout, dit Ioannis Katsoulakos, mais en comparaison avec d'autres régions du monde et qui peuvent décider de façon plus directe et sans subir le coût politique, parce qu'ici, il faut convaincre les gens de vivre dans des conditions moins bonnes afin que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent continuer à vivre. Et les gouvernements européens sont-ils assez fiables pour conduire les citoyens à cette équation? Et je le répète, il s'agit juste de 8% des émissions, mais ce que nous allons faire est important. Alors effectivement, se pose la question de notre stratégie vis-à-vis de M. Poutine et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire face à cette pénurie de gaz, parce que lui essaie d'utiliser le gaz pour faire sauter nos démocraties. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on arrive à une crise sociétale, de sorte que nos démocraties, qui sont quand même un petit peu chancelantes, il faut bien le dire, dans tous les pays d'Europe, les mouvements populistes sont très puissants. Donc on a déjà des démocraties qui sont un peu chancelantes. Et si on a une crise sociale avec le gaz, l'énergie en général, ça pourrait aider la Russie effectivement à prendre le contrôle de la guerre en Ukraine et ailleurs. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, comment doit-on réagir à ça? Bon, on est appauvri, ça c'est clair, hein. Quelqu'un devra payer la facture, puisque aujourd'hui le gaz est plus cher, l'électricité est plus chère, le pétrole est plus cher. On espère que ça sera temporaire, mais c'est clair qu'on s'est appauvri collectivement. Alors maintenant, on peut dire que ça sera telle classe sociale ou telle classe sociale qui va payer, ou alors on pourrait augmenter la dette et puis donner ça à nos enfants. Mais il va falloir résoudre cette question. La façon dont on a réagi à la crise de l'énergie en Europe, c'est en gros de subventionner encore plus les énergies fossiles. Le prix du gaz a augmenté d'un facteur de 10 depuis un an,
le prix du gaz à la consommation pour les Français a augmenté de 0%, est complètement plat, n'a pas changé. Il n'y a aucune élasticité de la demande. Et donc, il n'y a pas d'incitation à un comportement vertueux, à essayer d'économiser de l'énergie. Alors, on va utiliser la persuasion, parce qu'on en revient à l'autre volet. On peut essayer d'utiliser la persuasion. Mais je peux déjà vous prédire que les gens vont faire des efforts, mais en gros, ça va quand même être un échec. Donc, il va falloir qu'on fasse plus que la persuasion. Tant qu'on ne touche pas au portefeuille, ça ne marchera pas. Alors, aujourd'hui, effectivement, pour des gens qui ont peu de moyens, l'idée qu'ils vont avoir à payer leur gaz beaucoup plus cher cet hiver pour se chauffer, c'est dramatique. Donc, effectivement, ils peuvent peut-être, comme tout le monde peut le faire un peu d'économie, mais eux seraient particulièrement touchés par une hausse du prix du gaz. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un bouclier, ce qu'on appelle un bouclier tarifaire, un tarif shield, qui permet de finalement éliminer les hausses de prix, la conséquence des hausses de prix sur les consommateurs. Mais je trouve qu'on est allé trop loin. On est allé trop loin dans cette direction. Pourquoi? Alors, premièrement, parce qu'on ne change pas les comportements. Déjà, nos comportements étaient assez peu vertueux, mais aujourd'hui, face à des prix très élevés, on continue ces comportements très, très peu vertueux. Un déficit public très important, 24 milliards en France. En Grèce, je ne sais pas, ça doit être quelques 7-8 milliards, j'imagine, je ne sais pas. Donc, il y a 24 milliards en France par an. Donc, tout ça, ça s'ajoute à la dette publique. Alors, je ne sais pas à vous convaincre aujourd'hui, à vous, en Grèce, que la dette publique peut être un problème, mais on a vécu la crise financière, la crise européenne, la crise du Covid, la crise ukrainienne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'augmenter la dette publique. Il y a un moment où ça risque de craquer. C'est quand même assez dangereux. Alors, on pourrait discuter en long pendant des heures. On pourrait avoir une discussion pendant des heures. Est-ce que ça va craquer ou pas? Et la réponse, c'est que les économistes ne savent pas exactement. Mais ils peuvent vous dire, attention, on entre dans une zone de danger. Donc, je reprends. Ces subventions aux énergies fossiles actuelles ne changent pas nos comportements, encouragent nos consommations d'énergie fossile, nous encouragent à émettre du CO2. Elles coûtent très cher à l'État. Et finalement, troisième problème, elles ne sont pas ciblées. C'est-à-dire qu'elles profitent à tout le monde, pas aux plus démunis, pas aux plus pauvres. Tout le monde a son pétrole bon marché, son essence bon marché, son gaz bon marché par rapport au prix du marché de gros. Je pense, un économiste aurait tendance à dire pourquoi on ne respecte pas une certaine vérité des prix. C'est-à-dire on garde le signal prix, on dit attention, ça coûte cher. C'est déjà ce qu'on essayait de faire avec la taxe carbone, mais on peut le faire aussi avec l'augmentation du prix sur les marchés de gros. Et compenser, faire un chèque énergie, au moins un chèque énergie pour les plus pauvres, de sorte qu'on compense en termes de pouvoir d'achat, on les compense. Alors, il faut utiliser les deux parce que la compensation n'est pas parfaite. Et aussi, on veut combattre l'inflation. Mais disons qu'on est allé trop loin. Là, on fait une subvention totale aux énergies fossiles. Ce n'est pas écologique, ce n'est pas gratuit pour les finances publiques et ce n'est pas juste. Donc, on est allé un petit peu trop loin. Jeanne, can I ask you? Jean, est-ce que je peux te poser une question? Concernant le dernier point que tu abordais, j'aimerais d'abord demander, on voyait que les pays européens font ce que fait la France, c'est-à-dire suivent des politiques erronées en tant que réaction face à ce qui se passe en Ukraine. Et j'aimerais te demander quelles pourraient être les solutions alternatives. Et tu as proposé quelque chose, et je l'ai déjà lu dans de tes écrits, cette proposition de chèque énergie. Il s'agit d'un chèque qui sera donné, comme tu l'as dit tout à l'heure, aux moins aisés. Mais le
problème, c'est que les gouvernements sont élus essentiellement par la classe moyenne. Est-ce que tu proposes d'accorder un chèque aux moins aisés et pas à la classe moyenne? Et sinon, est-ce qu'on ne risque pas de se heurter aux problèmes qu'on essaye de résoudre? Je crois que tu as identifié exactement la difficulté, en fait. C'est-à-dire que les élections se passent au niveau de la classe moyenne, non pas au niveau des plus pauvres. Et donc, les gouvernements ciblent beaucoup plus les classes moyennes. Ceci dit, on peut faire une politique extrême comme un chèque énergie juste pour les plus pauvres, mais aussi on peut avoir une politique graduée, c'est-à-dire qu'on peut avoir un chèque de l'énergie qui diminue avec le revenu, par exemple. Ça peut être plus continu que simplement un chèque en deçà d'un certain revenu. Donc on peut avoir des politiques qui sont plus progressives d'une certaine manière, où on inclut les classes moyennes, par exemple, peut-être un peu moins que les plus pauvres, mais on les inclut aussi, c'est une possibilité. Là, on est vraiment dans l'économie politique, c'est-à-dire que je pense qu'il faut essayer de comprendre mieux les perceptions des gens sur ce qui est juste. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits par des chercheuses comme Stéphanie Stancheva, qui est une bulgaro-française qui est à Harvard, sur exactement essayer de comprendre quelles sont les perceptions des citoyens, parce que nous, en tant qu'économistes, on a des propositions. Alors, on ne doit pas se transformer en politique. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous n'avons pas à jouer le rôle d'homme politique. Ça, c'est vraiment important, à mon avis. Mais par contre, il faut aussi qu'on essaie de comprendre comment on peut structurer nos politiques de telle sorte quand même qu'il y ait une certaine acceptabilité dans le monde. Et donc là, il faut se faire un peu violence et aller au-delà de la science économique et essayer de comprendre un peu les perceptions des gens et aussi leur compréhension du sujet si on veut avoir une intervention qui marche politiquement dans une démocratie. Nico? Nikos? En écoutant tout cela, je commence à m'inquiéter. Il n'est nullement certain que le problème primaire, qui est le coût de gaz naturel importé, va céder dans les mois suivants. Donc, en ce qui concerne la dette publique et le déficit public, mais aussi sur le plan économique, c'est peut-être un processus qui risque de durer quelques mois encore, mais pas pour toujours. Nous avançons donc vers un point de crise grave, de grande crise. Et Yanis, pour souligner ce que Jean vient de dire, je crois que tout économiste te dirait, lorsque quelque chose devient particulièrement cher, on ne peut pas absorber totalement ce coût, parce que sinon, l'incitation pour un comportement vertueux cesse. Il faudrait donc s'adresser aux plus vulnérables, résoudre une grande partie du problème, mais le restant du problème, auprès d'une grande majorité, va engendrer un coût élevé. Tous ceux qui ont élaboré la théorie des incitations, c'est cela. S'il n'y a pas un coût différentiel, le comportement ne change pas. Et la question qui se pose est de savoir si c'est à court terme, ça va, mais si c'est à long terme, ce système-là ne marche pas, surtout sur le plan politique. Et si, au même moment, certains gouvernements nationaux deviennent faibles, ils ne pourront pas négocier avec les autres partenaires. Et nous sommes dans une quasi-guerre à l'heure actuelle. Je ne suis pas ici pour émettre un avis, mais j'aimerais aborder cela un peu plus précisément en fonction de ce qui va se passer avec les enjeux géopolitiques. La politique économique qui a été suivie dernièrement avec des subventions importantes, que cela nous plaise ou non, je crois que ça ne peut pas durer trop longtemps. Et pour
surenchérir un peu, je crois qu'il y a un problème à savoir que si nous ne nous adressons pas à la majorité, donc dans la classe moyenne, nous leur accordons une incitation pour avancer dans le sens, un sens vertueux. Mais comme je le disais tout à l'heure, même les gouvernements de centre-droite, les gouvernements libéraux, ne peuvent pas faire cela et je crois que c'est à bon escient parce que finalement, nous risquons que toute l'Europe, dans quelques années, aura élu quelqu'un comme Madame Meloni. Et je crois que ça ne serait pas la meilleure chose qui pourrait survenir. Et il n'est pas nécessairement mauvais que lorsqu'on se trouve en plein cœur de la crise, d'élire certains gouvernements qui vont promettre des choses non acceptables à l'heure actuelle, alors que ce sont d'autres qui se chargent des choses difficiles. C'est bien bon de discuter, mais est-ce que quelqu'un dans le public souhaiterait poser une question ou faire un commentaire? Ο Γιώργος. Yorgos. J'ai vu donc Yorgos. J'aimerais poser la question suivante. Face à ce problème, il y a un aspect budgétaire, à savoir l'argent dépensé par les gouvernements pour renforcer les revenus de ceux qui sont touchés par cette crise énergétique. Et il y a un aspect microéconomique, à savoir de quelle façon on soutient, on renforce les revenus. Et sur le plan microéconomique, il est erroné d'accorder ce soutien à travers le mécanisme des prix et non pas par un soutien, une aide financière à tous ceux qui sont affectés. Sur le plan microéconomique, il est certain qu'il est erroné à travers cette subvention, on impacte le mécanisme des prix. Et j'aimerais bien que vous abordiez cela de façon un peu plus précise. Jean, est-ce que tu souhaites répondre à cette question en premier? Νομίζω αυτό πρότεινες. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu as proposé. Il faut effectivement donner les bonnes incitations. Nous sommes d'accord. Donc, c'est le signal prix, effectivement, que les gens que le prix reflète un peu ce que ça coûte à la société. Sinon, on n'y arrivera pas, que ce soit le coût d'achat de ces énergies ou que ce soit les émissions carbone aussi. Dans les deux cas, il faut que le prix reflète ce que ça coûte à la société. Sinon les comportements ne changent pas. Et je crois que nous, économistes, nous sommes d'accord là-dessus. Mais effectivement, nous ne sommes pas en phase avec la population dans son ensemble. Donc, ça pose un problème conceptuel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets. D'ailleurs, dans le rapport avec Olivier Blanchard, on n'a pas arrêté d'aborder des sujets qui fâchent. On dit en français des sujets qui fâchent. Des sujets sur lesquels on n'est pas forcément en phase avec la société. Et notre rôle en tant qu'économiste, c'est évidemment pas nécessairement de dire ce que veut entendre la société ou ce que veulent entendre les hommes politiques. Ce n'est pas notre rôle. Mais donc, ça pose la question un peu de l'avenir de nos sociétés, parce que je suis assez d'accord qu'on pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle le monde démocratique disparaît peu à peu face à des régimes autocratiques qui deviennent de plus en plus autocratiques au fur et à mesure. Et je vous rappelle ici que les nouvelles technologies ne vont pas aider. Avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et toutes ces choses-là, des régimes autocratiques qui sont en place pourront devenir de plus en plus autocratiques parce qu'ils pourront contrôler nos comportements de tous les jours, et en particulier à qui on parle et comment on s'organise politiquement. Et donc, ça va être très difficile d'en sortir une fois qu'il n'y a plus de cour de justice indépendante et qu'il n'y a plus d'état de droit. Donc là, je voudrais alerter là-dessus. Donc, sauver les démocraties, c'est vraiment
un objectif absolument vital pour nous. Et comment sauver cette démocratie quand, par ailleurs, vous avez des populistes qui promettent des monts et des merveilles, qui vous promettent, avec des déficits budgétaires infinis, avec des promesses vis-à-vis de l'Europe qui feraient en gros sortir de l'Europe, etc. C'est pas possible. Donc, in fine, la démocratie ne vaut que par ses citoyens. Et donc, si ces citoyens sont mal informés, c'est pas qu'ils sont idiots, c'est qu'ils sont mal informés très souvent. Et donc, il y a ce problème de culture économique qui devient très importante. Et le problème ne se trouve pas dans cette salle. Si vous êtes là aujourd'hui, bon, un certain nombre d'entre vous connaissez déjà beaucoup d'économie, mais pour ceux qui n'en connaissent pas, vous êtes évidemment informés, intéressés, etc. Mais comment vous allez chercher toutes ces personnes qui ont des préjugés économiques? Et je dirais la même chose pour les autres disciplines. Ça pourrait être en biologie, ça pourrait être en médecine, ça pourrait être en sciences du climat. C'est toujours la même chose. Il faut arriver à ce qu'en fait, les gens soient informés. Donc, nous, économistes, mais aussi les politologues, mais aussi les psychologues, essayons de travailler sur des façons d'informer les gens, de debunker, comme on dit, de défaire les fake news et ces choses-là. Et c'est pas facile. Hein. Toutes les expériences qu'on a faites montrent que c'est pas facile. Une fois que les mauvaises croyances sont installées dans les esprits, c'est extrêmement difficile de les faire sortir des esprits. Et donc on travaille sur ces techniques, mais on n'est pas encore à un niveau d'efficacité qui soit très élevé. Mais il y a aussi l'éducation, et ça, je pense aussi que l'éducation est cruciale. Je pense que des petits raisonnements scientifiques ne sont pas très durs. On peut les enseigner parfois à des élèves qui ont 12 ans, 13 ans, assez facilement. La différence entre une corrélation et une causalité, c'est quand même une des grandes causes de l'économie. On essaie de dire que c'est les causalités qui ont de l'importance. Les corrélations, ça ne veut rien pas. Ça peut être complètement idiot, comme ça peut suggérer des conclusions totalement fausses. Les expériences contrôlées. Pasteur faisait ça avec 25 moutons, avec 50 moutons au 19e siècle, on sait. Mais simplement expliquer à des enfants des écoles comment on fait une expérience contrôlée, qu'est-ce que c'est qu'un fait scientifique, comment on l'établit, etc. Avoir un certain respect pour la connaissance, ça me paraît un défi majeur. Seulement, c'est un défi à long terme. C'est-à-dire que c'est un défi pour dans 25 ou 30 ans. C'est là que ça aura ses effets. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est un peu votre question, un peu qu'est-ce qu'on fait entre-temps, parce qu'on est dans une situation un peu complexe où les démocraties sont en recul, elles font face à une attaque interne des populistes, elles font face à une attaque externe des régimes autocratiques. Et on est dans une situation un peu difficile, et dès qu'on perd finalement l'état de droit, donc on a un peu peur évidemment avec la Pologne et avec la Hongrie, mais il y aura d'autres exemples. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas pointer du doigt la Pologne et la Hongrie. Il y aura d'autres exemples en Europe. Eh ben, on va se trouver devant des situations un petit peu complexes. Et donc, c'est un peu à nous tous de faire l'effort de communiquer et d'expliquer que si on veut sauver notre société telle qu'on la connaît, il faut faire des efforts divers. Nico? Nico? Merci. J'aimerais retourner un peu en arrière, 10 ans en arrière. Lorsque nous avons fait face à un problème équivalent avec la crise économique mondiale, et c'était le problème de la stabilité de notre système financier. Et il y avait des points de départ différents au niveau des pays européens en fonction de leurs dettes, de leurs possibilités d'emprunt, etc. Aujourd'hui, nous faisons face de nouveau à un problème de stabilité, mais en même temps, la corrélation entre les parties ne sont pas les mêmes. Nous avons un mix productif différent dans le processus productif. Il y a par exemple la France qui a du nucléaire qui peut l'impliquer dans son activité. La Grèce a le solaire, mais pas suffisamment. L'Allemagne a des possibilités au niveau du gaz naturel, mais
Mais les sanctions que l'on a imposées ne lui permettent pas d'utiliser ces possibilités. Je dirais donc que nous n'avons pas mis suffisamment l'accent et nous nous disputons davantage qu'il ne le faut en Europe pour faire face au problème de l'instabilité, comme nous l'avons fait en 2010, seulement à travers une corrélation au niveau de la production qui est fortement localisée. Σχόλια από Νίκο. Quelques commentaires? Nikos? Oui, cela est vrai, mais on suppose que les marchés allaient dans le sens d'une uniformisation et d'une union. La puissance nucléaire est surtout plus, l'énergie nucléaire est consommée plus en Allemagne. Un des problèmes, en ce qui concerne notre pays, oui, notre liaison, notre connexion sur ces différents réseaux a pris du retard. Mais le fait que le coût de production change, cela impacte aussi la volonté de chaque gouvernement. Et ce que tu demandes donc, c'est s'il pouvait y avoir une politique européenne d'énergie alors qu'il y a une production locale. Et il y a aussi autre chose qu'il faut ajouter à cette discussion. L'énergie n'est pas quelque chose que l'on peut produire du jour au lendemain. Il y a un coût stable très élevé par rapport à d'autres secteurs. La question donc des incitations, ce n'est pas seulement les incitations immédiates, mais qu'il y ait une stabilité des incitations. Et à l'heure actuelle, les incitations sont complètement déstabilisées. Tu as parlé de l'énergie nucléaire. Est-ce qu'on en veut ou pas? Est-ce qu'on veut aller vers le fracking ou pas? Il n'y a pas donc de telle réponse. Mais à l'heure actuelle, donc on est en position d'attente. Et je crois que en ce qui concerne les technologies et la production, on pourrait être assez optimiste sur la situation qui va prévaloir dans une dizaine, une quinzaine d'années. Mais comment faire pour aller plus vite que les différents problèmes qui se posent et qui sont immenses? Sur la politique européenne de l'énergie, oui, il en faut une, à la fois au niveau des moyens de production et au niveau du transport de l'énergie. Aujourd'hui, les pays ont gardé la prérogative sur finalement leur politique énergétique totalement, alors qu'en fait, nous sommes tous interdépendants. Si les Allemands arrêtent le nucléaire, comme ils l'ont fait, ça veut dire que ils vont importer du charbon de Pologne, de l'électricité fabriquée à partir de charbon en Pologne, qui produit énormément, qui vont acheter à la France, en temps normal, parce qu'actuellement, c'est le contraire. La France, la moitié des réacteurs nucléaires sont arrêtés, d'une part pour des raisons de maintenance et d'autre part pour un manque d'eau. Enfin, cet été, il y avait la moitié des réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés. Donc, il faut une politique. Et au niveau des moyens de transport, on en manque. Et on va en manquer de plus en plus. C'est-à-dire les réseaux haute tension, les réseaux de transport d'électricité haute tension sont déjà insuffisants. Et n'oubliez pas qu'on va essayer d'augmenter l'électricité par un facteur de 2. Parce qu'on va avoir des voitures électriques, parce qu'on va avoir des pompes à chaleur, on va avoir des choses comme ça. Donc, la demande pour l'électricité va augmenter normalement si on veut décarboner notre mix. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, d'une part, stocker cette énergie et la transporter.
Stocker, on ne sait pas faire. Vous savez que le coût des renouvelables a beaucoup baissé. C'est une très bonne nouvelle. L'éolien et le solaire coûtent beaucoup moins cher, mais ils ont encore de gros défauts. Le premier défaut, c'est que c'est intermittent. Le vent ne souffle pas toujours, donc vous vous retrouvez sans énergie. Si vous ne stockez pas le vent quand vous avez trop d'énergie, vous ne pouvez pas le stocker pour un moment où vous n'avez pas assez d'énergie. Donc ça, c'est un problème. Et le solaire aussi, même si en Grèce, il fait toujours très beau, c'est aussi un problème. Donc, il y a ce problème du stockage de l'énergie. Alors que par kilowattheure, c'est devenu très compétitif maintenant, le solaire et l'éolien, mais seulement, ça produit de l'énergie pas forcément au bon moment. Parfois, ça produit même trop d'énergie. C'est pour ça qu'on a parfois des prix négatifs sur le marché de l'énergie. Pas pour les consommateurs, mais pour ces moyens de production. Et parfois, ça crée un manque et on a recours au charbon pour compenser. L'autre chose, c'est qu'ils ne sont pas forcément situés au bon endroit. Prenons l'Allemagne, puisqu'on parlait de l'Allemagne. Vous avez le vent se trouve du côté de la mer du Nord. La consommation d'électricité, c'est plutôt au sud. Et vous n'avez pas assez de capacité au sein de l'Allemagne. Je ne parle pas, même pas au niveau européen, mais pour transporter l'énergie éolienne du nord vers le sud, vous n'avez pas assez de capacité. Vous savez aussi que pour le solaire, il vaut mieux que ça soit fait en Grèce ou en Andalousie plutôt qu'en Allemagne. Donc, il va falloir transporter inversement l'électricité produite à partir du solaire vers le nord, etc., etc. Donc, tout ça, ça nécessite une coordination. Et je pense que autant les Allemands ont fait un certain nombre de choses vertueuses en termes d'énergie, ils sont, si vous me permettez l'expression, à côté de la plaque. Ce qui est très dommage, et on l'a vu de façon répétée. Sur le nucléaire, on a beaucoup réfléchi à ça. Moi, je pense personnellement qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, aujourd'hui, il faut garder les centrales nucléaires. C'est-à-dire que même si vous avez des objections très profondes au nucléaire, il y a des raisons d'en avoir. Aujourd'hui, si on élimine les centrales nucléaires, c'est une catastrophe pour la planète en termes de CO2. On va remplacer du nucléaire par d'autres moyens qui vont être extrêmement polluants parce qu'encore une fois, les énergies renouvelables ne sont pas encore tout à fait au point. Parce qu'on n'a pas les technologies de pointe sur le stockage et parce qu'on n'a pas les réseaux de transport d'électricité qui sont suffisants. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut du nucléaire. L'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire, soit. Elle a bien développé l'éolien et le solaire, c'est bien, mais ça reste encore un peu marginal. Et le jour où vous avez beaucoup d'éolien et de solaire, les réseaux de transport auront encore plus de congestion. Donc il faut développer les réseaux de transport. Et aujourd'hui, l'Allemagne, non seulement elle rouvre des mines de charbon et surtout elle achète du charbon à la Pologne, mais en plus, elle a décidé de subventionner à hauteur de 27 milliards d'euros les industries qui achètent des droits d'émission négociables sur le marché européen. Donc, en fait, elle est en train de dire à ces industries, vous savez, polluer, ça ne coûte pas grand-chose. On va vous subventionner vos achats. Oui, mais alors, qu'est-ce qui va se passer aussi? Donc, on est dans une situation absolument terrible. Et on a besoin de coordination européenne, mais c'est difficile à réaliser, cette coordination européenne. Et il va falloir poser le problème de la compensation. Donc, il va falloir dire à la Pologne, on arrête le charbon. Évidemment, le jour où vous arrêtez le charbon en Pologne, vous avez, je ne sais plus, 200 000, je ne sais plus, je ne connais plus le chiffre, mais 200 000 employés dans les mines de charbon qui se retrouvent au chômage. Un drame social. Donc, il faut préparer ça. Il faut qu'il y ait des transferts vers la Pologne, non pas pour les actionnaires des mines de charbon, mais pour les mineurs qui travaillent dans les mines de charbon, pour essayer de faciliter la transition, les reformer, etc., etc. Donc, vous voyez que la compensation dont j'ai parlé au niveau domestique, au niveau des pays, doit aussi se faire au niveau international, sinon on ne va pas y arriver. Alors, le fonds vert, le programme européen, Fit for 55, essaie de faire des choses comme ça, mais c'est absolument crucial. Sinon, la Pologne va continuer
à utiliser ces mines de charbon, puis on va continuer à polluer. Et puis, le charbon, je vous signale, je vous rappelle, pollue 2 fois plus que le gaz. Δεν ξέρω, εγώ Moi, je voulais poser une question, mais je pense que je vais poser cette question à Jean tout à l'heure quand on va boire un peu de vin. Et je voulais demander à Nikos s'il voulait dire 2 mots. 2 mots. Et après, on va terminer. Non, je vais poser une question. Et la question est que les choses paraissent difficiles, il y a une crise énergétique, la dette a augmenté, l'inflation a augmenté, les gouvernements en Europe deviennent plus instables, l'Europe perd de sa gravité économique par rapport à l'Asie ou à l'Amérique, mais il y a aussi une optique plus à long terme. Et comme tu le disais tout à l'heure, si quelqu'un, on le lance quelque part et on ne sait pas où il va vivre, qu'est-ce qu'il va être, l'homme moyen à l'heure actuelle sur la planète vit mieux, il a une meilleure éducation, un meilleur accès à la santé par rapport à autrefois. Est-ce que tu es finalement optimiste ou pessimiste? Est-ce que cette crise est quelque chose de provisoire ou bien est-ce que cela va nous faire reculer par rapport au progrès? Oui, c'est-à-dire que je suis optimiste, en fait, mais on traverse une tempête parfaite actuellement. Tempête de l'inflation, de la dette, de l'énergie. Enfin, je peux passer en revue tous les problèmes qu'il y a et le danger pour la démocratie que j'évoquais. Donc, on a un problème de court terme qui est considérable. Mais à long terme, si d'une part, on sauve la planète en étant écologiste, si on investit dans l'avenir, c'est-à-dire que si nos budgets sont tournés non pas vers la consommation, mais vers les investissements en éducation, en recherche et développement, en santé, dans tout ce qui prépare l'avenir, là, la dette va être soutenable. Parce que les marchés financiers, ils s'inquiètent d'un pays qui consomme, mais ne prépare pas l'avenir. Si nous, on prépare l'avenir, ça marchera. Et nous vivons en Europe. On a la chance d'avoir ce capital patrimonial, ce capital géographique fantastique, nos cultures. C'est encore pour ça que certains d'entre nous sommes encore en Europe, d'une certaine manière aussi. C'est ce capital merveilleux, ne le détruisons pas. Mais sur le long terme, encore une fois, si on ne crée pas des guerres et la destruction de la planète, je suis très, très confiant. Les progrès technologiques sont incroyables. Regardez le Covid. Qui pensait qu'en quelques mois, on résoudrait un vaccin sur le Covid au lieu d'avoir 10 ans de confinement? C'est incroyable ce qui est en train de se passer d'un point de vue technologique. Donc, nous sommes les seuls responsables, finalement. S'il arrive des choses catastrophiques, nous serons responsables de ça. Parce que l'évolution technologique fait qu'on va vivre bien plus riche, en bien meilleure santé, et bien plus heureux. Et donc, c'est à nous de prendre ça en main. J'en profite pour vous remercier évidemment l'Institut français, remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce livre, remercier Nikos et Yanis, comme je le disais, ce sont 2 amis de longue date, et c'est très émouvant pour moi d'interagir avec eux. Et puis, vous remercier tous et toutes parce que vous êtes restés, je sais qu'il est tard, et vous êtes restés jusqu'ici à poser des questions et à écouter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.